Poutine devient désespéré. Il a non seulement introduit des soldats nord-coréens dans la bataille aux côtés de la Russie, mais il intensifie également ses menaces de représailles nucléaires avec la signature d'une nouvelle doctrine nucléaire. Sa série de lignes rouges n'a jusqu'à présent été que des menaces, mais il y a toujours la chance qu'il puisse rendre ces menaces réelles. Et si l'Occident découvrait que Poutine prévoyait d'utiliser ses armes nucléaires? Cela serait suffisant pour les dirigeants occidentaux, ce qui les amènerait à poser une question. Comment l'Occident peut-il détruire la Russie? Dans cette vidéo, nous explorerons un scénario où l'Occident décide de mettre fin au régime de Poutine, en analysant les stratégies utilisées, les risques encourus et ce que signifierait vraiment détruire la Russie. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, de nombreux observateurs occidentaux ont rapidement prédit la chute imminente de Poutine. En 2022 et 2023, beaucoup prédisaient que l'opposition interne à la guerre, l'échec militaire en Ukraine et surtout l'impact de sanctions sans précédent renverserait Poutine et mettrait la Russie à genoux. Cela ne s'est pas encore produit. Poutine semble jouir d'un large soutien en Russie. En mars 2024, Poutine a remporté une victoire écrasante aux élections présidentielles russes avec une marge de 87%. Les commentateurs occidentaux ont été rapides à souligner que la raison pour laquelle il a reçu autant de votes était due à l'exil, l'exécution ou l'emprisonnement de toute opposition dans une élection où il n'y a qu'un seul véritable candidat. Poutine va sortir vainqueur à chaque fois. La peur semble influencer l'électeur russe. C'est cette peur qui explique pourquoi le soutien aux actions militaires de la Russie en Ukraine est resté obstinément stable selon les sondages réalisés par le centre Levada, un centre de recherche russe indépendant. Montre que le soutien russe à la guerre est resté ferme, de février 2022 à octobre 2024. Mais les Russes ordinaires ne soutiennent peut-être pas réellement l'opération militaire spéciale de Poutine. C'est juste que dire non à la guerre comporte un risque que beaucoup de Russes ne veulent pas assumer. Cependant, certains courageux s'opposent à Poutine. Environ 1 million de Russes, principalement de la catégorie libérale, à revenus élevés, orientés vers l'Occident, ont fui la Russie immédiatement, après l'invasion et l'annonce de la mobilisation générale qui a suivi 7 mois plus tard. Ces départs pourraient s'avérer cruciaux dans la chute de la Russie. De nombreux Russes, talentueux et brillants, ont déjà fui le régime autoritaire de Poutine, les rendant indisponibles pour servir la Russie à l'avenir. Cela pourrait dévaster l'économie russe, l'Occident cherchant à la faire tomber. Qui mieux pour aider à la destruction de la Russie que ceux qui ont fui et connaissent le pays de fond en comble? La situation économique de la Russie pourrait offrir des opportunités à l'Occident. Dans l'ensemble, ajusté pour la parité de pouvoir d'achat, PPP, une mesure considérée par les économistes comme une meilleure mesure du niveau de vie que le produit intérieur brut nominal, le produit intérieur brut total de la Russie a plus que triplé depuis que Poutine est arrivé au pouvoir. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le classement mondial du produit intérieur brut de la Russie, PPP, s'est considérablement amélioré, passant de 9e en 1999 à 4e en 2024. Cela place la Russie devant le Royaume-Uni, la France et l'Italie, bien que l'Espagne était déjà derrière elle en 1999. Les chiffres de tête peuvent donner l'impression que la vie en Russie est idyllique, mais en creusant un peu, on découvre de nombreux signes que l'économie russe n'est pas aussi solide qu'elle n'y paraît. Le rouble s'est effondré depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, franchissant la barre des 100 par dollar à la fois en 2023 et plus récemment en novembre 2024. L'inflation a aussi bondi, atteignant 9,5% fin décembre 2024. Une inflation élevée entraîne aussi des taux d'intérêt plus hauts. Le taux de base russe est de 21%, en partie à cause de la forte inflation. L'économie russe risque la surchauffe, tandis que la population affronte une crise du coût de la vie. Cela offre à l'Occident de multiples occasions de porter un coup dur à Poutine et d'aggraver sa situation. Mais nous en parlerons plus tard. C'est dans ce contexte culturellement et économiquement confus que l'Occident va éliminer Poutine pour anéantir la Russie. Nous arrivons donc à la question évidente. Comment cela pourrait-il être fait? Une option est d'essayer de le tuer. C'est une grosse demande. La Russie a une agence fédérale spéciale, le service de sécurité présidentielle, qui protège Poutine, le premier ministre Mikhail Mishustin et leur famille. Cette force, composée de milliers de personnels de sécurité hautement qualifiés, vérifie soigneusement tout le monde qui s'approche de lui, transporte un laboratoire portable pour tester l'air où qu'il aille, et examine tout ce qu'il mange et boit. Il est sans doute le président le plus difficile à approcher sur Terre sans rendez-vous. Mais imaginons qu'un assassin ou une frappe de drone ciblée réussisse à passer la sécurité renforcée et à tuer Poutine prochainement.
Peut-être cela pourrait-il être accompli par le biais d'une taupe dans son personnel de sécurité qui pourrait se rapprocher suffisamment pour lui tirer dessus, un tireur d'élite lors d'un événement public, ou une chute explosive d'une attaque de drone furtive. Cela pourrait suffire. Cela pourrait mener à un nouveau leader pro-occidental, qui pourrait suffire à détruire la Russie actuelle et la remplacer par une mieux intégrée dans le climat géopolitique dominé par l'Occident. Mikhail Mishustin, premier ministre russe opposé à l'invasion de Poutine, pourrait représenter un compromis pour l'Occident. Un espoir ambitieux, certes, mais envisageable. Une autre option serait une attaque dévastatrice, avec des armes de destruction massive, laissant Poutine régner sur des cendres même s'il conservait le pouvoir. Cette stratégie est problématique, en particulier si le but ultime est de contrôler et d'exploiter les vastes ressources de la Russie. Avec près de 6000 ogives nucléaires dans l'arsenal russe, il pourrait frapper en premier s'il perçoit une menace nucléaire occidentale. Même si l'Occident, en particulier l'Europe, survivait d'une manière ou d'une autre à un tel événement sans trop de dommages pour même penser à extraire les ressources de la Russie, le faire dans un environnement hautement radioactif ne serait pas très amusant, ni sans coût significatif à la fois financier et humain. Une invasion de la Russie par l'OTAN est également, selon leur doctrine nucléaire, garantie de provoquer une guerre nucléaire si elle semble gagner du terrain. De plus, l'OTAN n'a pas le stock d'armes, ni la main-d'œuvre nécessaire pour envahir avec succès la Russie aujourd'hui, et ce pour plusieurs années au minimum. Transformer une nation en économie de guerre et la rendre opérationnelle prend beaucoup de temps. Donc, une guerre totale de n'importe quel type est une stratégie très risquée avec des retours douteux. Une meilleure stratégie s'impose. Peut-être l'élimination de Poutine de l'intérieur. Mais quelle est la probabilité d'un soulèvement public ou d'un coup d'État? Pour l'instant, c'est très peu probable. Une grande partie de l'opposition libérale et pro-occidentale à Poutine a soit fui le pays, soit été émasculée au mieux. Les éléments d'extrême droite radicaux de la société russe, notamment les élites siloviki, ont été largement privés de pouvoir ou cooptés par Poutine. Quant aux élites financières, pour le dire crûment, elles se sont vues offrir un choix par Poutine il y a quelques années. Les oligarques russes ont le choix, rester en Russie et s'aligner sur ses intérêts pour faire fortune, partir avec une partie de leur argent, s'ils ont de la chance, ou sauter par la fenêtre d'un penthouse. Ceux qui sont restés profitent désormais de taux d'intérêt élevés sur le capital national et d'importantes dépenses de l'État dans leurs entreprises, malgré une baisse de la richesse nette due aux sanctions. Il est donc difficile d'imaginer comment ces élites pourraient déloger Poutine et son cercle intime soudé, même si elles le souhaitaient. Cependant, le capital va là où il est le mieux traité, comme le dit le vieux dicton. Trouvez un moyen d'aider ces élites à gagner plus d'argent, et vous avez la base de la chute de Poutine. Comment l'Occident pourrait-il inciter cette partie de la population russe ? C'est là que notre stratégie, contenant 4 éléments stratégiques, entre en jeu. Une stratégie qui, si bien menée, pourrait affaiblir Poutine au point où lui et la Russie tombent. Première étape, affaiblir Poutine militairement. L'Ukraine a bien travaillé pour réduire les effectifs, les stocks d'armes et le moral des troupes russes dans une guerre d'usure, créant plus de problèmes nécessitant une intervention militaire russe, forçant l'engagement et la dilution de davantage de forces russes, ce qui aggraverait les difficultés de la Russie. Il existe plusieurs théâtres où l'Occident pourrait provoquer des confrontations gérables de ce genre. La Transnistrie, région autonome pro-russe ayant fait sécession de la Moldavie, est un point de tension latent depuis des années. Elle accueille un petit contingent de forces de maintien de la paix russe, dont l'objectif principal est de protéger le dépôt de munitions de Kabazna, qui contient environ 20 000 tonnes d'armes et de munitions de l'époque soviétique. L'Ukraine, ou la Moldavie, pourrait provoquer un incident similaire à celui de Koursk en Ukraine, afin de saisir l'argent et forcer Poutine à redéployer des troupes et de l'équipement dans la région pour tenter de le récupérer. La Géorgie est un autre gros problème pour Poutine. Les tensions politiques s'intensifient entre un président pro-occidental et un parlement pro-russe divisant la population. La nation se prépare à une révolution. Poutine pourrait être obligé d'intervenir militairement comme en Géorgie en 2008 si la situation devient incontrôlable. Il y a aussi des éléments violents dans les mouvements séparatistes des républiques musulmanes de la Fédération russe, qui pourraient être incités à agir militairement contre Poutine. L'objectif est d'obliger Poutine à disperser ses forces militaires au point d'affaiblir la Russie dans son ensemble. N'oubliez pas que ce pays a déjà perdu plus de 750 000 habitants à cause de la guerre en Ukraine. Une combinaison de plusieurs États forçant une Russie déjà affaiblie à mener une guerre sur plusieurs fronts, avec le soutien de l'Occident, a le potentiel de conduire à un effondrement militaire total. Deuxièmement, nous pouvons faire confiance à l'État pour assurer une certaine sécurité, malgré les attaques de drones de l'Ukraine sur des zones civiles. En Russie, les attaques visent à atteindre cet objectif, en particulier celles presque quotidiennes sur Belgorod.
la Russie a tenté de les caractériser comme des actes de terrorisme, forçant la machine de propagande à surchauffer, laissant les dirigeants russes expliquer pourquoi tant de personnes meurent sous la protection de Poutine. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait mener ce genre d'attaque en réponse aux actions de Poutine. La bombe plantée à l'arrière du camion qui a explosé sur le pont de Kirch le 10 août 2022, tuant le conducteur et 4 personnes, se démarque. Il y avait aussi la voiture piégée qui a tué la journaliste Daria Dugina le 20 août 2022 et la bombe dans une statuette qui a tué le blogueur militaire Vladlen Tokarski et blessé 42 autres le 2 avril 2023 dans un restaurant de Saint-Pétersbourg. La coupable condamnée, l'activiste russe anti-guerre Daria Tropova, a témoigné lors de son procès qu'elle suivait les ordres d'un contact en Ukraine nommé Gestalt. Ces voitures piégées et d'autres ont entamé la confiance dans l'appareil de sécurité de Poutine. Et lorsque combiné à notre troisième méthode, cette érosion de l'armure de Poutine s'est avérée essentielle. Alors, quelle est la troisième méthode ? 3. Affaiblir la cohésion sociale en Russie. Le pays compte plus de 190 groupes ethniques, considérés comme des nationalités, parlant plus de 100 langues différentes. Les mouvements séparatistes ont été durement réprimés depuis l'interdiction du séparatisme en 2013. Cela alimente la xénophobie en Russie, entraînant une recrudescence des attaques internes. Le 22 mars 2024, 4 assaillants du Tadjikistan ont attaqué une salle de concert populaire à Cracovie, tuant 145 civils et en blessant des centaines d'autres. État islamique en Irak et en Syrie a revendiqué les attaques. Le service fédéral de sécurité a affirmé qu'elles avaient été financées et coordonnées depuis l'Ukraine. Suite à cela, la Russie a lancé une répression brutale contre les migrants, exacerbant les tensions entre les Russes slaves majoritaires et les autres ethnies, mettant à mal les relations avec des voisins comme le Tadjikistan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. La plupart des quelques 11 millions de travailleurs migrants en Russie viennent de ces États. Ces éléments nuisent au sentiment d'identité nationale russe et à la confiance en la capacité de Poutine à protéger le peuple. Et cela nous amène à la quatrième méthode, creuser dans les points de pression économique. L'Occident dispose de méthodes telles que les sanctions, la confiscation d'actifs, l'isolement diplomatique et la destruction d'infrastructures économiques comme les pipelines Nord Stream. Depuis mars 2022, les États-Unis ont imposé plus de 4800 sanctions à la Russie. Le Royaume-Uni, plus de 1800 sanctions à des individus et entreprises russes, et l'UE, plus de 2100. Et tous les quelques mois, il y a un autre tour. Au moment de la production de cette vidéo, le total de toutes les sanctions imposées à la Russie par divers pays était d'environ 19 535. La plupart des banques russes ont été exclues du système de messagerie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui gère la majorité des transactions entre institutions financières mondiales. Cela a créé un énorme problème pour l'État, les entreprises et les banques russes pour payer les importations ou recevoir le paiement des exportations, un coût majeur. Mais la mesure économique la plus impactante a été la confiscation des actifs. Ensemble, l'UE et les États-Unis ont gelé ou confisqué environ 300 milliards de réserves étrangères russes. C'est juste en dessous de la moitié de ces réserves totales. Les produits d'actifs saisis sont maintenant utilisés pour financer l'Ukraine, notamment l'aide militaire, montrant à l'élite russe que Poutine ne peut pas protéger leur argent. Ces mesures ont-elles fonctionné ? La réponse courte est oui. La perte d'accès à une grande partie de ces réserves étrangères, l'exclusion du système financier international et la rupture avec certains partenaires commerciaux clés ont nui à la Russie. Même les États-Unis seraient ébranlés par tant de coups simultanés à la mâchoire. La volatilité des devises, les pénuries, l'inflation, les taux d'intérêt élevés, l'endettement accru et l'instabilité du marché de l'emploi ont été quelques-unes des conséquences. Les sanctions ont aussi sévèrement touché la Russie. La Russie risque un retard technologique, malgré ses efforts pour contourner les sanctions en utilisant une flotte fantôme de pétroliers, des intermédiaires, des fournisseurs alternatifs et en stimulant la production intérieure, mais des lacunes commerciales persistent. Les sanctions secondaires occidentales entravent à ces mesures. Mais il y a des défis. La saisie des actifs russes et l'exclusion de la Russie du Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qualifiée par Poutine de militarisation du dollar, ont choqué le monde non occidental. Pendant des décennies, la domination mondiale des États-Unis reposait en grande partie sur la confiance du monde en leur capacité à être le refuge le plus sûr pour stocker et accroître la richesse. Le dollar était sûr, d'où son attrait. Certains pays partenaires de Poutine pourraient ne plus le percevoir ainsi. Stocker de la richesse à l'ouest est devenu risqué à cause de la menace de sanctions, plutôt qu'un refuge sûr. Les pays du monde ont donc agi pour réduire leur exposition. De grandes nations non occidentales, notamment la Chine, vendent des obligations américaines et d'autres actifs à un rythme record pour acheter de l'or, faisant grimper son prix.
L'élimination de Poutine inverserait-elle cette tendance et ramènerait-elle les nations du Sud global sous l'influence occidentale? C'est possible, mais bien qu'il ait joué un rôle clé dans le rapprochement des pièces du puzzle. Ce mouvement multipolaire ne tourne guère autour de Poutine. Cela pourrait être bénéfique pour l'Occident. L'objectif, surtout des États-Unis, devrait être de renforcer sa puissance économique en rétablissant les liens avec les pays que la Russie a courtisés. Des récompenses pourraient être accordées aux pays qui empêchent la Russie de contourner ses sanctions. Selon le Royal United Services Institute, les pays du G7 demeurent les principaux partenaires commerciaux pour le Sud global. L'Occident doit mettre cette expérience à profit. Les États-Unis doivent utiliser leur influence pour convaincre les pays que Poutine a exploités pour contourner les sanctions qu'ils ont une meilleure option. Augmenter le commerce avec ces nations tout en apaisant leurs craintes concernant les sanctions est essentiel. Prenons l'Afrique du Sud comme exemple. Royal United Services Institute note que l'Afrique du Sud pourrait être poussée dans les bras économiques de la Russie par l'Occident, qui sévit contre les pratiques bancaires correspondantes, qui ont permis à la Russie de contourner les sanctions. De telles répressions créent l'inquiétude que les sanctions secondaires affectent l'économie sud-africaine, la Banque de réserve sud-africaine allant jusqu'à souligner que les implications politiques des sanctions secondaires pour l'économie sud-africaine sont graves. Cependant, selon Royal United Services Institute, l'Afrique du Sud souhaite se plier aux sanctions du G7. L'Occident doit aider l'économie russe à se détruire sans nuire aux pays en développement qui s'en rapprochent, en leur offrant une alternative viable. La diplomatie est essentielle. Les diplomates occidentaux devront mieux comprendre et s'impliquer davantage dans les préoccupations complexes de sécurité économique des nations indécises comme l'Afrique du Sud. Une grande partie du Sud global que la Russie courtise peut être ramenée tant que l'Occident réalise que la perte de stabilité économique est une menace majeure pour ces nations. Mises en œuvre simultanément, toutes ces stratégies pourraient renverser Poutine et mettre la Russie à genoux avec le temps. La Russie est déjà massivement affaiblie militairement par l'opération militaire spéciale mal avisée de Poutine. Les centaines de milliers de personnes qui sont mortes sur le champ de bataille en Ukraine pourraient devenir des millions si l'Occident encourage avec succès des régions comme la Transnistrie et la Géorgie à se soulever contre l'oppression de Poutine. Cela forcerait Poutine à mener une guerre sur plusieurs fronts, éparpillant ses troupes et ressources, ouvrant potentiellement la voie à une guerre de l'OTAN contre la Russie avec l'Ukraine, la Transnistrie et la Géorgie comme front. L'échec de Poutine à stopper cette guerre nuirait à la confiance envers l'État, encore plus ébranlé par les attaques accrues en territoire russe. Des signes montrent déjà que le soutien présumé pour Poutine s'effrite dans certaines régions russes. En novembre 2024, un petit groupe du village frontalier d'Olgovka a rédigé une lettre ouverte au président russe, selon un rapport. La lettre demandait de mettre fin à cette guerre maudite qui a tué de nombreux innocents. Nous avons été laissés sans abri. Nous avons vécu un enfer ces 3 derniers mois. C'est le type de mécontentement que l'Occident devrait soutenir. De nouvelles attaques sur le sol russe, que ce soit par missiles, drones ou même invasion de petites régions, prouveraient à la population que Poutine est loin d'être le protecteur qu'il affirme être. La stratégie occidentale la plus risquée serait d'attiser le sentiment non ethnique en Russie. Il peut être nécessaire de financer des mouvements séparatistes. Cela pourrait acculer la Russie à combattre les siens, mener une guerre sur plusieurs fronts et faire face à une opinion publique de plus en plus hostile à Poutine. Enfin, il y a l'aspect économique. L'Occident devrait également travailler dur pour ramener autant que possible le Sud global en adoptant des politiques qui leur montrent que l'Occident les enrichira bien plus qu'en travaillant avec la Russie. Il doit accomplir tout cela en maintenant les sanctions contre la Russie en place. Si cette approche à 4 volets est bien exécutée, l'Occident pourrait avoir la clé pour renverser Poutine et anéantir la Russie qu'il a bâtie. Mais qu'en pensez-vous? L'Occident devrait-il essayer de destituer Poutine? Vaut-il la peine de prendre les risques? Comment aborderiez-vous la tentative de vous débarrasser de lui? Dites-le nous en commentaire, et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir, que se passerait-il si les États-Unis envahissaient la Russie, heure par heure? Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.